Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par GRDF, un webinaire qui aura pour sujet le décret tertiaire. Vous le savez tous, le décret tertiaire est bientôt une réalité et c'est la raison pour laquelle GRDF vous accompagne dans la transition énergétique de votre patrimoine en vous expliquant justement les prochaines étapes, les prochaines modalités, car le décret tertiaire entre en vigueur maintenant dans quelques semaines, il entre en vigueur en septembre 2022. L'occasion justement de vous l'expliquer auprès de nos 4 intervenants que nous retrouverons durant cette heure de webinaire. Et vous aurez naturellement, bien sûr, la possibilité de poser toutes vos questions durant cette heure consacrée au décret tertiaire. Je vous propose peut-être pour commencer de mettre en contexte les prochaines échéances. Décarboner l'économie, c'est on va dire, l'objectif fixé à horizon 2050 par l'Union européenne et pour lequel, vous le savez tous, l'État français met en place une série de dispositifs dans le but d'atteindre ces engagements pour une économie responsable et vertueuse. Le décret tertiaire est issu de la loi Elan, publiée en juillet 2019, et ce décret impose à tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés de réaliser des économies d'énergie finale. Le décret tertiaire, c'est l'occasion pour vous toutes et pour vous tous d'œuvrer pour une transition énergétique efficace et durable avec un objectif, celui de créer de nouveaux leviers de compétitivité pour vous, chères entreprises. Alors pour ce faire, il y a, comme vous le savez, plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'ores et déjà celui qui est fixé à horizon septembre 2022. Et nous le découperons en suivant ce décret tertiaire par 3 grandes décennies, horizon 2030, horizon 2040, horizon 2050. Mais nous nous concentrerons aujourd'hui à un très court terme, celui de septembre 2022 et celui de horizon 2030. Quelles sont donc pour vous les grandes démarches à réaliser dans les prochaines semaines pour être fin près dès septembre 2022? Comment agir pour atteindre les objectifs qui sont fixés à horizon 2030, qui sont fixés dans 8 ans? On parlera avec vous tout au long de cette matinée de l'enregistrement de vos bâtis et de vos consommations auprès de l'ADEME, comment agir efficacement sur vos bâtis, sur vos équipements, et comment justement inciter vos occupants à faire des économies d'énergie. Nous reviendrons et nous développerons tous ces points-là avec bien sûr un axe résolution pragmatique. Pour répondre à toutes ces questions, je salue nos 4 intervenants que vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Adeline Lecomte, chef de marché tertiaire pour GRDF. Bonjour Adeline. Je salue également Xavier Gounon, directeur marketing d'Adviseo by CETEC. Je retrouverai également Clément Metzier, directeur énergie chez Adviseo by CETEC. Et Pierre Mury, responsable efficacité énergétique sur le marché du tertiaire pour la société CGIBAT, qui est une filiale de GRDF. Alors, ce webinaire va être découpé en 3 grandes parties. La première, comment accéder à vos données de consommation. La seconde séquence sera, quant à elle, consacrée aux actions à mettre en place pour répondre à vos obligations. Et enfin, la troisième et dernière partie sera, elle, consacrée à cette grande question, comment verdir vos consommations énergétiques. Pour commencer, il est 11h03, je vous rappelle que vous aurez la possibilité à chaque fin de partie, à chaque fin de séquence, de poser vos questions à vos intervenants qui sont ici présents. Et pour commencer, je retrouve Adeline Lecomte avec qui nous allons aborder la question du calendrier et les bâtiments concernés. On va également avec vous, Adeline, vous allez également nous présenter les obligations de réduction énergétique liées au décret tertiaire. Et vous nous expliquerez également comment déterminer sa consommation de référence. Mais avant de commencer peut-être cette première partie, Adeline, on va faire un point avec vous sur finalement l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit les principaux concernés, à savoir les acteurs tertiaires à quelques semaines de l'échéance, se trouvent-ils? Et je vous invite à vous qui nous suivez, à peut-être nous partager votre niveau de connaissance sur le décret tertiaire en commentaire. Bonjour Adeline. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de décret tertiaire. Alors pour répondre à la question de Pierre, effectivement, nous, GRDF, en ce moment, on reçoit énormément de demandes concernant le décret tertiaire, notamment les données de consommation. C'est pourquoi on a décidé d'organiser ce petit webinaire à destination de tous les clients consommateurs gaz, parce que c'est la donnée de consommation qui est finalement un peu au cœur du dispositif éco-énergie tertiaire.
Alors, je vais rapidement revenir sur le calendrier, sur la slide suivante, de mise en œuvre du décret éco-énergie tertiaire. On ne va pas revenir sur les textes, mais très rapidement, comme l'a dit Pierre, le décret éco-énergie tertiaire date de juillet 2019. Depuis, on a eu un certain nombre de textes, des arrêtés qui sont venus préciser la méthodologie de mise en œuvre du décret. Le dernier en date, c'est l'arrêté modificatif 3, dit valeur absolue 2, qui est sorti en avril dernier, qui reprécisait notamment certaines méthodologies de calcul de la correction climatique. On va y revenir après. Mais on attend toujours un dernier texte qui est attendu pour le deuxième semestre 2022, l'arrêté modificatif 4, puisqu'à ce jour, seules 2 catégories d'activités du tertiaire, les bureaux et l'enseignement, ont été traitées dans ces arrêtés. En attendant, on a la date du 30 septembre 2022, dont a parlé Pierre, on va y revenir beaucoup dans cette première partie, qui est la déclaration dans Opéra. Alors, petit rappel sur la slide suivante sur qui est concerné par ce dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont très connues. Je vais vraiment revenir rapidement sur ce sujet pour pouvoir parler plus longuement après des données de consommation. Pour rappel, tous les bâtiments qui ont une activité tertiaire, qu'ils soient des bâtiments anciens, récents ou neufs, sont concernés par le décret tertiaire s'ils ont une surface de plancher supérieure à 1000 m². Donc, les activités tertiaires, c'est assez long. Ici, j'ai essayé de dresser une liste qui est peut-être pas exhaustive de toutes les activités tertiaires. On parle des bureaux, des commerces, de tout ce qui est hôtellerie-restauration, de tous les établissements de santé, établissements scolaires, tous les bâtiments administratifs des collectivités, tout ce qui est bâtiments également de sport, de culture et également les data centers. Alors, on a des petites subtilités également, puisque tout ce qui est surface de sous-sol, notamment éclairée, par exemple, est concerné. Ça me permet de rajouter une précision sur le décret éco-énergie tertiaire. C'est un décret qui concerne des réductions de consommation. Tous les usages sont concernés. On ne parle pas que des usages chauffage, on parle bien sûr des usages aussi d'éclairage, d'électricité, de climatisation, etc. Et toutes les énergies sont concernées. Dans ce décret éco-énergie tertiaire, du coup, ce qui est un petit peu particulier, c'est que à la fois les propriétaires des bâtiments, également les exploitants et parfois les locataires doivent en fait se mettre d'accord effectivement sur le rôle des uns et des autres dans ce dispositif, à la fois pour atteindre l'objectif de réduction et, comme on va voir, à la fois dans l'objectif de déclaration. Ce qui est certain que ce qui est exclu dans le dispositif éco-énergie tertiaire, ce sont tous les bâtiments de logement, tous les bâtiments industriels et agricoles, tout ce qui est lieu de culte, construction provisoire et tous les services de sécurité intérieure. Pour un propriétaire ou même un exploitant qui a plusieurs bâtiments, le décret tertiaire laisse la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle du patrimoine, ce qui permet donc de faire bénéficier certains bâtiments, on va dire un petit peu moins performants, des meilleures performances d'autres bâtiments. Donc cette chose est très intéressant, on pourra en discuter juste après. Alors revenons sur les obligations du décret tertiaire. Slide suivante, effectivement, les obligations du décret tertiaire, c'est un décret à la base qui demande des réductions de consommation en énergie finale, tout le monde a ça en tête. Donc l'État a fixé 2 objectifs, les objectifs dits en valeur relative et les objectifs dits en valeur absolue. Donc je précise tout de suite, l'idée n'est pas d'atteindre les 2 objectifs, il faut juste satisfaire l'un des 2. L'objectif en valeur relative, on va en parler notamment là, puisque cet objectif nécessite de définir une référence, c'est ce qu'on voit en rouge en fait sur le graphe. Cette référence est très importante puisque c'est par rapport à cette référence qu'on va calculer les économies d'énergie et que les cibles à atteindre à l'horizon 2030, 2040, 2050 vont être définies. Donc c'est moins 40% d'économie d'énergie qui est demandé en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Cette référence, c'est une consommation qui doit être choisie sur la période 2010-2019 et qui doit en fait être une consommation sur 12 mois consécutifs, c'est-à-dire incluant notamment une période de chauffe. Alors, on voit que c'est des objectifs qui sont assez ambitieux. C'est pourquoi l'État a aussi mis en œuvre un deuxième type d'objectif, c'est l'objectif valeur absolue, qui peut être, on va dire, ça va dépendre des bâtiments, mais peut-être un peu plus facile pour certains bâtiments récents à atteindre, puisque faire du moins 40, moins 50, moins 60 sur des bâtiments qui sont relativement neufs, ça peut paraître compliqué. Donc, l'État a défini des seuils en valeur absolue. C'est justement ces seuils qui sont fixés dans les arrêtés valeur absolue dont j'ai parlé juste avant. Et donc, ces seuils sont définis pour chaque catégorie d'activité. Donc, on définit des seuils en kilowattheures par mètre carré. C'est en fait finalement comme des valeurs plafonds de consommation à ne pas dépasser. Ce seuil qu'on appelle CAPS comme valeur absolue, en fait, est composé de 2 termes. Un terme qui s'appelle CVC, qui correspond vraiment aux usages chauffage, ventilation, climatisation. Donc, finalement, une part de la consommation qui est vraiment liée à l'usage climatique, et une autre part qu'on appelle use, qui lui est liée à la composante de la consommation, qui lui du coup n'est pas liée
à l'usage climatique, donc tous les autres usages, c'est-à-dire l'eau chaude, l'éclairage, tout ce qui est usage immobilier, tout ce qui est usage spécifique de bureautique, d'informatique, etc. Donc, en rappel et en synthèse, pour respecter le décret tertiaire à l'horizon 2030, il faut satisfaire l'un des deux objectifs. Il est dans tous les cas nécessaire, on va voir, pour chaque assujetti, de renseigner sa consommation de référence. C'est la partie rouge dont on va parler ensuite. Deuxième type d'obligation, c'est l'obligation de déclaration. Ça, effectivement, Pierre en a parlé au début, puisque dès septembre 2022, tous les assujettis doivent avoir rempli la base de l'ADEME, la plateforme qui s'appelle Opérate, qui a été mise en œuvre par l'ADEME pour le suivi de ce décret tertiaire. C'est une plateforme qui est très complète, puisqu'elle va permettre de suivre l'évolution des consommations et notamment l'atteinte des objectifs. Elle fait un certain nombre de choses. Elle va également corriger les consommations d'un certain nombre de facteurs. Elle va permettre d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Elle va délivrer les attestations annuelles qui sont nécessaires aussi pour les assujettis. Et donc, d'ici là, le 30 septembre 2022, donc date très importante, à laquelle chaque assujetti doit déclarer son patrimoine tertiaire, indiquer les surfaces associées, indiquer les types d'activités qui sont exercées dans ces surfaces, et également indiquer les consommations de 2020-2021 et cette fameuse consommation de référence. Donc sur la slide suivante, je vous ai mis une synthèse finalement à retenir que tout le monde a en tête, 30 septembre 2022, enregistrement dans Opérate, et donc on a ces 3 grands blocs à faire d'ici le 30 septembre 2022. Alors, la question suivante, ça va être comment choisir sa consommation de référence. Comment choisir sa consommation de référence? La première étape, ça va être de récupérer les historiques de données de consommation. Effectivement, on parle d'une période 2010-2019 qui n'est pas forcément facilement accessible. Donc, GRDF va vous aider à récupérer les historiques de données de consommation. Pour cela, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin, d'une part, de la liste des numéros des compteurs, ce qu'on appelle, nous, les PCE. Ce sont des points de comptage. Donc, chez nous, ce sont des numéros qui ont soit 14 chiffres, soit qui commencent par GI, suivi de 8 chiffres. Et là, vous avez 2 cas de figure. Soit vous êtes titulaire du contrat de fourniture de gaz. Dans ces cas-là, on vous demandera juste une sorte d'attestation sur l'honneur. On appelle ça, nous, une lettre d'engagement qui permet de confirmer que vous, demandeur, vous êtes bien titulaire du contrat de gaz. Soit vous n'êtes pas directement titulaire du contrat de fourniture, et là, pas de souci. On pourra vous fournir également les données de consommation, mais on aura besoin d'un mandat. En l'occurrence, un mandat qui sera signé par le titulaire du contrat de fourniture, qui donc autorise la communication des données de consommation à vous, le tiers. Donc, dans ce mandat, on a un certain nombre d'informations qui sont nécessaires, notamment l'identité du titulaire, l'identité du tiers, ce qu'on appelle celui donc, à qui on va transmettre les données de consommation, la liste des PCE concernés et la période concernée. Vous nous envoyez tout ça à l'adresse grdf-décret-tertiaire@grdf.fr et nous, on vous répondra dans les meilleurs délais. Sachez juste qu'en ce moment, on a énormément de demandes, donc on a besoin de quelques jours de traitement. Si vous n'avez pas de modèle en ce qui concerne à la fois le mandat ou la lettre d'engagement, écrivez-nous aussi à cette adresse-là. On a des modèles de documents qu'on vous transmettra si ça peut vous faciliter pour rapidement obtenir vos données de consommation. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être effectivement de choisir sa consommation de référence. Donc là, c'est une étape qui n'est pas à négliger et qui est quand même assez importante puisque, comme on l'a vu dans le dispositif, c'est vraiment la référence qui va servir, comme le nom l'indique, de base pour calculer les objectifs. Alors, pour faire le choix de cette consommation de référence, un petit temps d'arrêt, parce qu'il est important également d'avoir bien en tête que cette consommation de référence va être influencée par plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement la variation climatique. La consommation, elle va être corrigée des variations climatiques. Ça va se faire automatiquement sur Opérate. Toute la méthodologie de calcul de la correction climatique a été précisée dans le dernier arrêté, l'arrêté modificatif 3. La référence climatique qui est prise en compte, c'est 18 degrés jour unifiés. Donc ça, finalement, vous n'avez rien à faire, ça va être fait directement dans Opérate, mais néanmoins, on se rend bien compte que suivant les rigueurs climatiques d'une année, ça peut influer sur la consommation, évidemment. Le deuxième élément, c'est l'occupation des locaux. Quand vous allez remplir votre consommation de référence, vous allez devoir indiquer également la surface et les indicateurs d'intensité d'usage, puisque l'objectif que vous allez avoir sera calculé en kWh par mètre carré. Donc ça, c'est par rapport à la surface. Par rapport à l'occupation des locaux, eh bien, effectivement, on a 2 types d'indicateurs qui ont été fixés. Ce sont des indicateurs, les premiers dits temporels, qui vont en fait mesurer le nombre d'heures d'ouverture de votre bâtiment par rapport à un étalon. L'État a fixé un étalon, et donc si votre bâtiment, on va dire si le nombre d'heures d'ouverture est à la hausse ou à la baisse par rapport à cet étalon, eh bien ça va moduler un petit peu votre consommation de référence.
On a également un indicateur d'intensité d'usage dit surfacique. Ça va correspondre à peu près à la surface d'un poste par mètre carré. Typiquement, dans les bureaux, on va voir effectivement la surface d'un poste par mètre carré. Et donc, du coup, ça va effectivement aussi avoir une incidence sur votre consommation de référence. Un dernier point, évidemment, sur cette période quand même assez longue d'historique, 2010-2019, il peut être intéressant de regarder si déjà des gestes de rénovation ont été faits sur votre bâtiment, que ça soit sur le bâti en soi ou sur le système énergétique, parce que cela peut avoir des conséquences sur, bien sûr, l'évolution de votre consommation. Donc, un petit temps d'analyse qui est très important et qu'on vous conseille de réaliser, on va en parler juste après sûrement avec Adviseo, pour pouvoir analyser l'historique de consommation et bâtir votre situation de référence. Un dernier mot pour finir sur les données de consommation, pour rappeler que GRDF met à disposition de ses clients plusieurs outils de visualisation de consommation. Ces outils répondent à différents besoins. Donc, en l'occurrence, là, ça ne va pas répondre aux besoins de l'historique. C'est pour ça qu'on a mis en place cette procédure que j'ai décrite juste avant. Néanmoins, si vous voulez ensuite vous inscrire dans la durée pour suivre vos consommations, nous avons l'espace grdf.fr qui vous permet de suivre quelques PCE. Si vous avez effectivement quelques PCE, ça peut être intéressant de vous inscrire. C'est un service qui est tout à fait libre. Vous allez sur le site grdf.fr et vous rentrez vos données et vous allez directement avoir accès à vos PCE. Si vous avez un portefeuille plus important de points, de PCE, je veux dire de bâtiments, là, il peut être intéressant de demander l'accès à une interface qu'on a mis en place, qui est Atout Visu Conso, une interface qui est gratuite, qui va vous permettre de visualiser le suivi de vos bâtiments au gaz et de suivre leur consommation. L'intérêt, c'est que c'est aussi une plateforme qui est multi-utilisateur. Donc, si vous êtes plusieurs, il n'y a aucun souci pour y accéder. Et enfin, le dernier point, c'est GRDF Addict, que vous connaissez peut-être déjà, qui est en fait un flux API qui permet d'aller nous chercher les données dans nos SI, en fait, les données brutes, et de les déverser dans un outil d'énergie management, par exemple. Donc, effectivement, il y en a énormément en ce moment, et donc ça permet de plugger directement les outils et de récupérer les données. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur les données de consommation. Maintenant, je vais voir s'il y a des questions éventuellement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je m'adresse à Pierre, je ne sais pas. Merci, Adeline. Merci Adeline, c'était très clair. Des questions, il y en a. Les premières questions et celles qui arrivent le plus fréquemment concernent effectivement la disponibilité du replay et des diapos. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, nous mettrons à disposition ces éléments après ce webinaire. Première question, elle vous est posée à tous les quatre. La surface de plancher 1000 m² correspond-elle à la surface au sol ou au cumul des étages? C'est une question qui est tombée dans le chat. Adeline ou les autres intervenants, je vous laisse le soin d'y répondre. La surface, alors effectivement, on dit surface de plancher 1000 m², mais dans le cadre d'un immeuble, ça va correspondre au cumul des étages. Ça va être la surface on va sommer la surface de chaque étage. Donc, ce qui est intéressant, c'est bien d'identifier les surfaces tertiaires, comme j'ai dit au début, puisqu'on peut avoir des immeubles mixtes donc avec des activités tertiaires et des activités, par exemple, de logement. Je rappelle que seules les activités tertiaires sont assujetties. Donc, on va effectivement, dans un immeuble, en tout cas, on va regarder la somme de toutes les surfaces. Autre question, Adeline, qui doit déclarer? S'agit-il du propriétaire, du locataire ou peut-être même les deux? Alors, en fait, il faut se mettre d'accord. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'effectivement, le texte est laisse libre choix. En fait, il n'y a pas d'obligation. Il faut se mettre d'accord entre le propriétaire et le locataire. Il est certain que le propriétaire va plus, on va dire, être en charge du bâti. C'est le locataire, lui, qui va recevoir ses consommations et qui peut, quelque part, agir un peu sur ces réductions de consommation. Mais dans la déclaration, il faut que les deux se mettent d'accord. Donc, il faut trouver un accord. On ne peut pas faire deux déclarations. Il faut que les deux se mettent d'accord et dans la déclaration, il est bien indiqué qui est propriétaire, qui est locataire, enfin, quelle est votre situation quand vous déclarez votre bâtiment. Sur les 12 mois de consommation consécutifs, comment fait-on si nous n'avons pas 12 mois de consommation consécutifs? L'obligation est-elle reportée d'un an, par exemple? Alors, je ne pense pas, non, je ne pense pas que l'obligation soit reportée d'un an. Quand on n'a pas 12 mois consécutifs, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver dans un bâtiment récent, notamment, on va prendre la première année pleine de consommation. Donc, on va attendre d'avoir une année pleine de consommation pour pouvoir, ça sera ça finalement la situation de référence. Adeline, GRDF fournit-il toutes les années de 2010 à 2019 ou bien est-ce une période finalement plus restreinte? Alors oui, GRDF va vous fournir les années 2010-2019. Donc j'ai oublié de préciser, ça permet de le préciser. Nous, on fournit des données annuelles, effectivement. En revanche, on ne fournit pas de données, on va dire, à une maille inférieure à l'annuel. C'est trop compliqué pour nous. En revanche, vous aurez des données pour cette période, donc 2010-2019, des données annuelles. Et généralement, on fournit des données en année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre.
Merci Adeline Lecomte, merci pour vos réponses. On poursuit ce webinaire consacré au décret tertiaire avec la seconde partie consacrée aux actions à mettre en place pour justement répondre à vos obligations. J'ai le plaisir de retrouver Xavier Gounon et Clément Metzger, directeur énergie chez Adviseo by CETEC pour l'un, et pour Xavier Gounon, directeur marketing Adviseo by CETEC. On va réfléchir à ces plans d'action pour réduire ces consommations énergétiques avec le moins d'investissement possible à horizon, ici, 2030. Comment s'inscrire dans la durée pour atteindre vos objectifs? C'est la question que nous posons à nos deux intervenants. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre, et d'abord merci à GRDF et à Adeline de nous donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. On est ravis de pouvoir partager les bonnes pratiques autour de la thématique du décret tertiaire qui occupe, Clément pourra en témoigner, particulièrement nos équipes en ce moment. Et on va essayer du coup de vous à la fois présenter la méthodologie Adviseo autour de cette réponse que vous pouvez faire au décret tertiaire, et ensuite regarder les actions concrètes qui peuvent être mises en place sur vos bâtiments et vos patrimoines. Donc sur Adviseo, quelques mots à propos de notre société. On a la particularité d'être issu du groupe d'ingénierie CETEC, qui est un des plus grands groupes d'ingénierie français. On est une société en forte croissance qui a développé une méthodologie pour permettre aux entreprises et collectivités de faire des économies d'énergie avec des investissements limités. Donc c'est un des enjeux principaux pour vos organisations respectives, c'est comment évidemment atteindre ces objectifs du décret tertiaire en limitant les investissements pour avoir une démarche qui soit progressive et qui vous permette de témoigner de retour sur investissement les plus courts possibles avant d'engager des actions plus structurantes. Et cette méthodologie-là s'appuie sur trois grands piliers chez Adviseo. D'abord, la data science, c'est ce qui va nous permettre... pardon, on est toujours sur le slide précédent. D'abord, la data science qui nous permet de centraliser, collecter, agréger les données et de les traiter. Par exemple, les données de factures, fournisseurs, les données de distributeurs d'énergie et les données qui peuvent nous provenir d'objets connectés. Ensuite, on a une autre brique qui est la plateforme de management de l'énergie, Adviseo, qu'on édite en interne. Adeline en parlait, c'est un outil qui peut être assez important pour vous aider à suivre vos consommations et à commencer à identifier les gisements d'économie d'énergie. C'est Adviseo, une des plateformes qui permettra par ailleurs d'envoyer directement les données de consommation sur Operat à partir de 2023. Et dernière brique qui est assez essentielle pour nous, c'est l'énergie management au sens accompagnement humain. Et on a des personnes qui, sur le terrain, vous accompagnent sur les actions d'efficacité énergétique pour atteindre ces objectifs d'économie d'énergie. Et vous voyez là quelques patrimoines qu'on accompagne. Cette méthodologie, on l'a appliquée sur des patrimoines de différentes tailles, avec des résultats qu'on a prouvés sur notre capacité à faire des économies d'énergie avec des temps de retour sur investissement relativement courts. Voilà, on va passer maintenant aux actions, justement aux étapes qui vont permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Alors, on va partir du postulat, on va dire optimiste, que vous êtes prêts pour la déclaration de septembre pour se concentrer, nous, sur la stratégie énergétique et les actions qui vont résulter de cette stratégie énergétique. Ce que vient faire le décret tertiaire, et c'est là où ça nous semble assez essentiel de bien poser la stratégie d'entrée de jeu, c'est qu'il vient fixer des objectifs de résultats, Adeline en a parlé, en exploitation. Et ça, c'est complètement nouveau pour les acteurs du bâtiment en exploitation. Et ça implique de revoir un petit peu le logiciel et la manière de réfléchir vos organisations, de réfléchir la manière d'accéder justement aux objectifs de baisse de consommation d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et dans la stratégie énergétique qui est importante de relever, c'est que ce n'est pas seulement une question de consommation. On l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois la consommation et la manière dont le bâtiment est utilisé, puisqu'on va regarder les intensités d'usage, on va bien identifier les surfaces dans vos bâtiments de bureaux ou autres qui correspondent à des sous-catégories d'activité. Et ça, c'est assez essentiel dans ce qu'on va derrière déterminer comme stratégie, qui est un mix entre une stratégie effectivement patrimoniale et énergétique pour l'atteinte des objectifs. Et sur l'atteinte des objectifs, précisons que le suivi des consommations et l'identification des écarts est un point essentiel pour vous assurer de ne pas refaire systématiquement les efforts si jamais des dérives surviennent. Et elles ne manquent pas de survenir. Dernier aspect, avant de passer à la suite,
il y a un paradigme qui est en train de changer, c'est-à-dire que le paradigme qui existait, je fais des audits et je fais les travaux qui à la suite de ces audits, qui peuvent être faits sur l'ensemble des sites, n'est pas forcément la meilleure méthode et la plus efficiente économiquement. Donc on va regarder maintenant comment on peut avoir une méthode qui soit progressive et avec des temps de retour sur investissement plus raisonnables. Donc, le décret tertiaire vient identifier 4 leviers d'action qu'on vous a remis ici, qui sont proposés pour réduire vos consommations d'énergie. Dans ces 4 leviers d'action, il y en a un qui est souvent sous-estimé, donc que vous avez en haut à gauche, le management de l'énergie et l'exploitation sobre des équipements, qui donc peut nécessiter la mise en place d'une plateforme de management de l'énergie. En tout cas, elle peut grandement faciliter cette tâche. À la lumière des données, vous allez pouvoir commencer dans le bâtiment à essayer de le mettre à sa qualité intrinsèque. L'idée, c'est de faire en sorte que le bâtiment fonctionne comme il devrait fonctionner. Et là, nous, on constate, et on a prouvé la capacité chez Adviseo à faire jusqu'à 15%, c'est une grosse maille d'économie d'énergie via cette méthode. Et les travaux ensuite sur le bâti, par exemple, et sur l'enveloppe, qui sont forcément sur des temps de retour sur investissement plus longs, pourront être financés par ces économies que vous aurez fait sur cette démarche de management de l'énergie. Voilà, on va voir maintenant comment on va pouvoir, via une méthodologie progressive, justement, atteindre les objectifs sur la slide suivante. Donc c'est un résumé ici que vous avez de ce qu'on vous préconise. Ce qui semble important de relever là-dedans, c'est que, donc, comme on l'a dit, les travaux, c'est évidemment une des étapes qui va être déterminante pour atteindre les objectifs, notamment les objectifs de 2040 et 2050. Mais ce qui nous semble essentiel, c'est d'avoir une démarche de management de l'énergie continue autour des travaux, c'est-à-dire en amont et aussi dans le suivi de l'impact énergétique des travaux, pour être sûr que vous ne vous retrouviez pas comme Sisyphe qui pousse son rocher, qui descend éternellement, et donc que vous arriviez à atteindre les objectifs en contrôlant les dérives qui peuvent apparaître, y compris quand vous faites des travaux. Donc cette démarche de management de l'énergie, les petits capex, les investissements plus limités que vous allez pouvoir réaliser sont aussi assez essentiels à tenir compte. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant passer la parole à Clément qui va rentrer dans des exemples pratiques de ce qu'on met en place chez Adviseo pour les actions d'efficacité énergétique. Alors, Clément, on va vous demander d'activer votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. On va vous demander d'activer votre micro. Désolé. Oui. Merci. Du coup, je reprends. Merci Xavier. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une démarche structurée pour atteindre les objectifs, parce qu'in fine, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à 2030. On en a parlé beaucoup, et c'est pour ça aussi que vous êtes autour de la table, et je pense que vous êtes en plein dans cette action aujourd'hui, qui est que la première étape du décret tertiaire, c'est quand même de capter un maximum de données et d'avoir beaucoup de data. Je voulais vous présenter déjà un exemple ici pour se dire, à travers cette data, j'ai des représentations graphiques qui me permettent de fixer des priorités. Donc là, par exemple, c'est une analyse énergétique. Vous avez probablement déjà vu ces types de graphiques, mais qui permettent de se dire, bah voilà, dans mon patrimoine, j'arrive à faire des groupes de bâtiments qui vont être en priorité 1, 2, 3 et 4. A priori, j'irai un petit peu moins vite sur cela, mais qui me mettent en exergue certains bâtiments sur lesquels travailler rapidement. Donc ça, c'est un premier exemple de mise en forme de data, et il va falloir, c'est finalement une première étape. Une deuxième étape, une fois que ces datas, elles vont être gérées, donc ça va être la slide suivante, gérées, comprises, et que j'aurai fixé mes priorités, ce que l'on propose et ce qu'on préconise, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, c'est de mettre d'animer la performance, de mettre en place une démarche d'amélioration continue qui va s'étaler dans le temps et qui permet de sécuriser, de maîtriser notre atteinte des objectifs. Et donc ça passe par effectivement une animation de la performance et donc une équipe dédiée, externalisée. Après ça, c'est les choix des différentes organisations qui vont identifier des actions et qui vont surtout fédérer autour d'eux, autour de cette politique énergétique, cette
ce besoin d'atteindre les performances qui vont fédérer l'ensemble des parties prenantes, et notamment les prestataires extérieurs. Vous pouvez avoir des mainteneurs sur les sites, les occupants, des propriétaires, en fonction un petit peu de votre... des besoins. Et le deuxième point, ça va être de suivre, de quantifier les actions, les consommations, et année par année, ceci, ça nous permet de suivre un petit peu l'écart à l'objectif qu'on va avoir chaque année, et donc de se fixer un objectif final et de petit à petit montrer que ça avance et que ça fonctionne. Et pour faire ça, voilà, on conseille plutôt d'automatiser les informations. GRDF ou d'autres, on a vu la question Enedis, donneront accès aux informations de consommation, et avec ces informations de consommation, pouvoir consolider régulièrement les résultats afin de montrer que notre action va dans le bon sens et elle amène jusqu'à la performance. Donc ça, c'est vraiment sur un aspect méthodologique. On vous conseille vraiment de mettre une méthode robuste en place afin de pérenniser les actions faites aujourd'hui et les actions à venir, de bien les identifier et de bien les planifier afin d'atteindre l'objectif final. Enfin, on voulait aborder deux exemples très précis, très concrets sur des cas d'école qu'on a pu avec des clients qu'on accompagne depuis maintenant des années. Le premier, il est sur des établissements de santé, des EHPAD, dans lesquels effectivement la performance énergétique a un sens et peut faire beaucoup d'économies, sans évidemment détériorer les conditions de confort et d'utilisation des sites. Alors, ce retour d'expérience, il est basé sur un accompagnement auprès de centaines d'EHPAD. On a plusieurs clients avec lesquels on travaille. On est sur plus de 300 EHPAD. Donc, en fait, c'est quelque chose de récurrent que l'on a vu et que l'on a analysé. On a fait l'exemple sur finalement des performances actuelles. Ça veut dire que votre bâtiment, il a peut-être déjà évolué et il a peut-être déjà fait des économies. Ce que l'on voit sur les performances actuelles, c'est qu'il y a beaucoup de leviers qui sont activables facilement, rapidement, et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie et d'investissement pour être très lucratif en termes d'économie d'énergie. Et surtout autour de votre production. Alors là, on est sur une production au gaz, de chaleur. Et donc, ça va être autour de la programmation, la régulation, tout ce qui va être autour des réseaux, le désembouage, l'équilibrage des réseaux, et tout ce qui va être des isolations aujourd'hui de réseaux qui ne sont pas forcément bien faites. Vous voyez que tout ça, c'est finançable et que, mis bout à bout, c'est des petits points, donc souvent c'est des trucs qu'on met à côté parce que c'est pas quelque chose de très, on va dire, qu'on peut mettre en avant en disant on a fait 20% d'économie, mais mis bout à bout, on arrive à entre 10 et 20% d'économie d'énergie, donc là je crois qu'on la chiffre à peu près à 15, mais c'est les ordres de grandeur que l'on a, donc vous voyez que c'est facile à mettre en œuvre, rapide, et voilà, on peut appuyer sur le bouton très très vite. Voilà. Après, effectivement, on arrive sur des choses avec des investissements un petit peu plus lourds. Quand on a des comptes perdus avec les aides, on est presque à des zéros d'investissement parce qu'avec les C2E, on est sur un établissement de santé, et donc c'est des travaux très faciles à mettre en œuvre et très peu financièrement déconsolidés pratiquement complètement. Voilà. Après, il y a le thème de la chaufferie connectée. Quand vous avez des gros parcs, c'est très intéressant de pouvoir homogénéiser la manière de piloter les bâtiments. Et puis, il y a des contraintes réglementaires qui arrivent. Si on fait un petit bilan, vous voyez qu'avec des capex très limités, on arrive à faire des économies de l'ordre de 20%. Et en gros, si on a déjà fait, par exemple, 10%, parce que voilà, c'est comme ça, on avait déjà un peu optimisé le site. Si on ajoute 20% là-dessus, on est quand même pas loin des 40, donc on se rapproche très très facilement de l'objectif final à atteindre. Le deuxième exemple, il est sur des bâtiments tertiaires, donc un autre pan de notre activité. Aujourd'hui, on a plus de, 3 ou 4 millions de mètres carrés gérés en énergie auprès de parcs tertiaires. Vous voyez que le constat finalement autour de l'aspect production de chaleur est exactement le même. On retrouve exactement les mêmes 4 actions qui sont la régulation, des choses autour de l'équilibrage et du désembouage des réseaux, et des choses autour de l'isolation des réseaux de chauffage. Donc voilà, on est sur les mêmes constats, les mêmes retours d'expérience et les mêmes économies engendrées. On a un petit focus quand même autour
autour d'équipements qui sont à maîtriser et à remplacer ou à mettre à jour, enfin, qui arrivent en fin de vie et qui sont... On n'est pas forcément dans le tout remplacement, notamment autour des CTA. Il y a vraiment des technologies maintenant qui permettent d'améliorer la performance énergétique de CTA anciennes sans être obligé de l'enlever et de la remettre. Et donc ça fait des économies tant sur le chauffage, parce qu'on est capable de faire de la modulation de débit et de choses comme ça, et de limiter en parallèle la consommation énergétique sur les ventilateurs. Voilà, le tertiaire est aussi beaucoup concerné par la mise en place de GTB, qui aujourd'hui, quand même, pas trop mal financé par les certificats d'économie d'énergie. Alors après, on est dans un contexte où les certificats d'économie descendent. Bon, voilà, on espère que ça va remonter, enfin que ça va stabiliser et que ça permette de rentabiliser des projets à horizon plus court terme. Voilà, donc si on fait le bilan, des capex un petit peu plus élevés, parce qu'on a considéré que la GTB était quand même un passage obligé à cause du décret Bax sur ces actifs-là, et qui permettent, pareil, des économies allant jusqu'à 25%. Donc c'est les ordres de grandeur, pareil, que l'on a vu, et donc ça fait des temps de retour sur investissement assez courts. Sachez que les volumes, enfin les prix de l'énergie que l'on a pris là, ce sont des prix d'énergie avant crise, qu'on va appeler comme ça. On n'a pas mis à jour avec les nouveaux prix de l'énergie qui finalement, si on multiplie ces prix de l'énergie par 3, vous voyez bien que les TRI, tout ça s'effondre, et que finalement, voilà. Alors maintenant, on n'a pas une boule de cristal, savoir si ça va continuer comme ça ou si ça va s'arrêter, mais... Et voilà. Merci Pierre pour... Merci à vous, Clément. Merci à vous Clément, et merci à vous également Xavier pour la société Adviseo by Stay. Comme vous le savez, après une partie, d'avoir le plaisir de répondre à toutes vos questions. Après cette partie consacrée aux actions à mettre en place pour répondre à vos obligations, il y a de nombreuses questions. Nous allons y répondre. La première d'entre elles, vous avez parlé beaucoup de gaz dans la première partie, mais est-ce que nous pouvons avoir les mêmes éléments pour l'électricité? C'est une question qui revient régulièrement. Alors oui. Alors si on parle effectivement de la récupération de l'historique des données, en l'occurrence Enedis a un service à peu près analogue à ce qu'a présenté Adeline tout à l'heure. La différence près que ce sont les consommations entre 2011 et 2019 qui peuvent être récupérées, mais sinon le fonctionnement est le même sur une consommation annuelle et calendaire. Et Clément, tu veux préciser? Ouais, si je peux ajouter, tous les réseaux de chaleur, surtout parisiens évidemment, donnent accès à la donnée, et on travaille aussi avec beaucoup d'entreprises locales de distribution qui maintenant ont ouvert les choses. Alors c'est souvent plutôt par, un peu comme GRDF, on vous envoie un mail et on va vous répondre. Non, on n'a plus aujourd'hui de problématiques. Les seules problématiques qu'on a, c'est quand vous avez des livraisons de stock, du bois ou du fioul. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Autre question. Oui, je veux juste préciser, juste par rapport à ça, que ce soit, juste pour que les gens comprennent aussi, c'est vrai que donc, nous, alors Enedis, je pense, c'est la même chose, on parle avec eux également, on s'est mis en ordre en fait pour pouvoir répondre à ce besoin là d'historique de données de conso. Voilà, c'est pas quelque chose qui était finalement prévu. Donc nous, on fait ça vraiment aussi pour aider les clients dans toute cette démarche de décret tertiaire qui est quand même un peu fastidieuse. On imagine bien pour vous. Donc, c'est vrai que on marche aussi avec vous. En tout cas, on a mis ça en œuvre. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous aider. Après, ça reste quand même assez... c'est des gens qui sont derrière. Tout n'est pas automatisé. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit peu de temps de traitement. En tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a besoin d'aide sur ce sujet. Autre question consacrée à l'audit énergétique que vous avez abordé. Est-il obligatoire d'ailleurs cet audit énergétique? Alors, il peut l'être en fonction de la taille des sociétés et des organisations qu'on regarde. Mais ce qu'on voulait dire tout à l'heure dans le discours, c'est que quand il ne l'est pas, alors évidemment quand il l'est, il convient de le faire à des cycles qui sont déterminés, mais quand il ne l'est pas, nous ce qu'on préconise chez Adviseo, c'est plutôt d'abord à la lumière des données d'analyser les grands équilibres sur un patrimoine et ensuite de faire des diagnostics potentiellement ciblés ou des audits plus complets, mais à la lumière des données qu'on aura eues, et pour toujours pareil, avoir une démarche qui soit la plus pragmatique et efficiente possible. Pour les questions qui ne sont pas traitées, nous mettrons en place une foire aux questions pour répondre justement à toutes vos interrogations. Mais nous poursuivons sur le fil des questions posées ici dans le cadre de ce webinaire. Vous êtes allé un peu vite sur la définition des classes de priorité à agir sur les bâtiments. Pouvez-vous justement détailler les 4 secteurs?
Alors oui, l'exercice n'est pas facile parce que pour rentrer dans les détails, voilà, et vous tous expliquer en détail, c'est avec le temps, c'est pas facile. L'idée, c'est simplement de montrer qu'avec de l'analyse de données, on arrive à prioriser. Donc là, clairement, sur l'exemple présenté, il y avait un secteur qui était plutôt très énergivore et très consommateur, un secteur qui était très énergivore et peu consommateur, un secteur qui était plutôt consommateur mais peu énergivore et un secteur qui mutualise les deux, peu énergivore, peu consommateur. Et donc, du coup, ça permet de se dire, je vais d'abord aller voir là où je suis très énergivore et très consommateur, puisque finalement, en agissant ici, je vais réduire très vite pas mal de choses. Voilà, simplement. Alors, on nous demande également dans le chat d'expliciter la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine. C'est possible aujourd'hui à travers la réglementation. Tout n'est pas totalement très clair sur la possibilité, comment ça peut être fait côté locataire, côté propriétaire. Mais oui, c'est possible de mutualiser. Ça veut dire que quand vous allez avoir un bâtiment qui va surperformer, l'économie d'énergie qu'on va avoir en plus va permettre de compenser d'autres bâtiments. C'est comme ça que ça écrit. Je n'irai pas plus loin sur comment ça fonctionne. Une question relative à Opérate. Peut-on simuler les références sur Opérate ? Ça, non. Opérate n'est pas là pour ça. Par contre, effectivement, année par année, après, ils diront, ça calculera automatiquement l'ajustement climatique. Par contre, ce n'est pas fait pour simuler l'année de référence. L'année de référence, elle est plutôt... voilà, c'est en âme et conscience, moi, qui dois déclarer, je déclare la bonne année qui convient par rapport à mes informations. Donc, en fait, oui, c'est un petit peu un travail d'ingénieur. Concentrons-nous sur le logiciel Adviseo. On nous demande s'il permet-il de simuler la meilleure référence. Oui. Effectivement, c'est un des aspects, un des bénéfices de la plateforme Adviseo, c'est de pouvoir automatiquement, y compris à l'échelle d'un patrimoine, aller sélectionner la meilleure période de référence sur des mois glissants, sur les meilleurs mois glissants quand on a suffisamment de données de consommation. Et c'est la dernière question de cette deuxième partie. Les données de consommation transmises par GRDF seront-elles reconnues réglementairement ? On vous dit entre parenthèses, il me semble que le décret tertiaire demande des preuves des consommations qui seront déclarées. Vous aurez un mail émanant de GRDF avec ce fichier Excel, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas opposable. Après, je laisse répondre peut-être GRDF directement. Mais... Oui, effectivement, c'est vrai qu'il est bien indiqué que la situation de référence doit être documentée, notamment en cas de contrôle, si je peux dire. Nous, en fait, ce qu'on va vous fournir, c'est effectivement, comme l'a dit Clément, nous, on répond avec un fichier Excel. Je pense que ça fait, entre guillemets, office de preuve. On n'a pas mieux, parce qu'en fait, on extrait les données de nos SI. Donc voilà, nous, on vous transmettra un document, on aura donc un mail et un fichier Excel. Merci infiniment pour vos réponses, pour vos interventions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours et encore, bien sûr, poser toutes vos questions, puisque nous avons encore le plaisir de vous proposer, de vous présenter une troisième partie. Cette troisième partie qui sera consacrée à cette grande question, comment verdir vos consommations énergétiques. Pour y répondre, nous retrouvons dans quelques instants Pierre Mury, responsable d'efficacité énergétique, avec qui nous allons nous projeter naturellement sur cet objectif fixé à 2050, objectif zéro carbone, ça c'est l'Union européenne qui le dit. C'est la raison pour laquelle nous allons naturellement mettre en avant le gaz vert. Mais quelles sont d'ailleurs, peut-être, pour commencer, les différences entre le gaz vert et le gaz naturel? Quelle place, justement, occupera le gaz vert dans le mix énergétique français dès 2030? Quel grand changement surviendra en 2050? On va parler de production de gaz vert. On va également parler avec vous de méthanisation, de nouveaux gaz, de production d'énergie. Avec vous, Pierre Mury. Avant toute chose, Pierre, vous qui êtes responsable d'efficacité CGIBAT, une filiale de GRDF, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous en dire plus sur votre société? Oui, bonjour à tous, bonjour Pierre. Donc CGIBAT, c'est le centre d'expertise de GRDF. On a pour mission d'outiller et d'informer tous les professionnels du bâtiment, donc que ce soit des bureaux d'études, des architectes, des exploitants, des maîtrises d'ouvrage également, sur la réglementation gaz et sur l'efficacité énergétique. Voilà le rôle de CGIBAT. Donc j'enchaîne sur la troisième partie du webinaire.
Donc, on a vu dans la première partie avec Adeline Lecomte que le décret tertiaire, ça a une première échéance à très court terme. Hein. On est dès septembre 2022 avec la déclaration des consommations et l'année des références sur l'outil Opérate. Donc, ça, c'est une première échéance qui arrive très, très prochainement. En deuxième partie, on a vu CETEC et Adviseo qui nous proposaient des solutions pour répondre aux décrets tertiaires à court et moyen terme. Donc, d'ici à une échelle, d'ici 2022 jusqu'à 2030 à peu près. Mais le décret tertiaire s'inscrit dans la durée également, avec un objectif en 2050 à moins 60% d'économie d'énergie finale sur une année de référence. Et donc, c'est clairement un texte de loi qui s'inscrit dans la transition énergétique pour la France, de réduction d'économie d'énergie. Et parallèlement, GRDF s'inscrit également dans cette transition énergétique en proposant et avec pour objectif d'avoir du gaz vert à 100% dans les réseaux en 2050. Avant de faire un focus sur le gaz vert, faisons un petit point sur la place du gaz dans le mix énergétique français. Si on fait un petit état des lieux, donc il y a 11 millions de clients dans 9500 communes en France, 200 000 km de réseau de distribution. Si on regarde la part du gaz dans les différents secteurs en France, donc on a beaucoup de secteurs représentés, on a le tertiaire, la maison, l'industrie, le collectif, la mobilité. Et concernant notre sujet d'aujourd'hui, qui est le tertiaire, on voit que 1 mètre carré sur 2 utilise le gaz, qui est très important. Si on fait un petit focus sur le camembert en bas de la carte sur la slide, on voit la part du gaz dans la consommation finale d'énergie. Ici, on a 21% de gaz dans la consommation finale d'énergie en France, ce qui représente 1/5 de la consommation finale d'énergie, donc ce qui est très important, et qui donne une place essentielle au gaz dans le mix énergétique français. Ça correspond à environ 40% des usages chaleur et environ 450 TWh de consommation. Mais d'où vient le gaz ? D'où vient le gaz aujourd'hui ? Je pense qu'il y aura peut-être la question dans le chat, on anticipe un petit peu. Aujourd'hui, on importe essentiellement le gaz en France, mais on a 2% de gaz vert qui sont produits aujourd'hui en 2022. Donc c'est du gaz local et renouvelable, produit en France. Le reste aujourd'hui est importé. Donc là, si on regarde le graphe de gauche, à fin 2020, on voit les pays d'où on apporte le gaz. Donc il y a la Norvège en majoritaire, à 36%. Pays-Bas, 8%, Russie, 17%, Algérie, 8%, Nigeria, 7%, Qatar, 2%, et autres, 22%. Et si on fait un parallèle avec la stratégie de gaz vert GRDF et de la filière gaz, on voit finalement que dès 2030, on peut atteindre 20% de gaz vert qui pourrait couvrir l'importation du gaz de la Russie. Donc on va vers une indépendance énergétique de plus en plus, jusqu'à 2050, où on atteint les 100% de gaz vert. À l'horizon 2050, la France dispose des atouts pour être 100% autonome en gaz vert. On a un potentiel de production d'environ 420 TWh de gaz vert en France. Donc c'est sur le graphe de droite que vous pouvez voir ça. Si on le projette si on le compare avec une consommation projetée d'un scénario de SNBC, donc c'est un scénario moyen des consommations gaz en 2050, on voit que les consommations gaz seront d'environ 295 TWh en France. Donc le potentiel de production de gaz vert permet de couvrir 100% des usages en 2050. Donc ça c'est très important. Comment ? Par plusieurs types de production. D'une, par la méthanisation, donc la méthanisation notamment agricole, on va faire un petit focus tout à l'heure dessus. Donc c'est la filière la plus mature et en fort développement. Ensuite, nous avons le méthane de synthèse et enfin l'hydrogène pour compléter le potentiel de production de 420 TWh. Une chose très importante, marquée en bas de la slide, le gaz vert est compatible avec les infrastructures de gaz existantes. En effet, il n'y a pas besoin de faire d'investissement en plus pour utiliser ce gaz vert qui est déjà utilisé aujourd'hui. On n'a pas besoin de modifier les réseaux de distribution, ça marche avec le gaz vert, et on n'a pas besoin également de modifier nos équipements, par exemple nos chaudières, pour utiliser le gaz vert. Mais le biométhane, qu'est-ce que c'est ? Donc on fait un petit focus sur le biométhane. Donc vous voyez à l'écran 3 étapes sur la méthanisation. Donc on a, première partie, c'est les intrants.
en 2, la méthanisation, et en 3, les usages. Donc les intrants. Les intrants, ils peuvent être de tout type. Donc ici, on a les résidus de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, des déchets des collectivités et ménages, des boues et stations d'épuration, qu'on appelle les STEP également. On vient prendre ces déchets, on vient les mettre dans ce qu'on appelle un digesteur, donc c'est une espèce de yourte, on vous en montrera une tout à l'heure dans une prochaine slide. Ces déchets sont portés à une température d'environ 40 degrés, et là les bactéries vont faire leur travail, elles vont produire du CH4 au sein de ces digesteurs. Ça va nous produire du biogaz, on va venir ensuite épurer pour obtenir du biométhane. Le biométhane, après, qu'on injectera dans les réseaux de distribution et pour utiliser comme l'eau chaude, le chauffage, la cuisson et la mobilité par exemple. Chose importante, il nous reste à la fin au fond de ces cuves, au fond de ces digesteurs, on appelle un digestat. Donc c'est un engrais naturel qui va être utilisé par les agriculteurs pour répandre sur leur terre agricole. Donc très bon engrais biologique et aussi 10 fois moins cher que les engrais chimiques. On peut passer à cette suivante, merci. Donc on a vu les étapes pour faire du biométhane, mais on voit que le biométhane, donc il a été produit localement, il permet le développement du territoire et favorise l'émergence d'une économie circulaire. Donc si on fait un zoom sur la slide, on voit à première étape la collecte. Donc la collecte peut être de tout type, on peut prendre par exemple les déchets d'une cantine, on peut prendre les déchets d'un brasseur par exemple, ou bien sûr les résidus agricoles d'une exploitation agricole. On vient les amener sur un site de méthanisation, donc là on vient produire du biométhane. Le biométhane est ensuite injecté dans le réseau GRDF et ensuite il est valorisé. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, chauffage, cuisson, eau chaude. Il permet également de la mobilité, on parle de GNV ou de bio-GNV pour gaz naturel véhicule, donc c'est des véhicules qui fonctionnent au gaz. Et donc après cette valorisation, nous on refait des déchets qui vont être réutilisés et on fait du biogaz, donc du biométhane, pardon. Donc c'est un circuit infini. Quelques chiffres sur la valorisation du biométhane. Donc pour une installation moyenne de méthanisation agricole autonome, donc 2 à 4 exploitations agricoles ou 150 000 logements ou 3 000 restaurants, ce qui correspond à environ 10 000 à 15 000 tonnes de déchets organiques par an. Ça nous permet d'injecter environ 9 gigawattheures de biométhane. Donc, ce qui correspond, si on le traduit en données réelles sur le terrain, donc en chauffage ECS, ça fait environ 2800 logements en RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale. En logement existant, toujours en chauffage ECS, on a environ 750 logements individuels existants. Si on peut alimenter également des bus au GNV, au gaz naturel véhicule, environ 40 bus pendant un an. Et le digestat dont je parlais tout à l'heure, donc l'engrais bio est moins cher, donc qui est environ de 10 000 tonnes de digestat par an sur une installation. Je vous parlais tout à l'heure des digesteurs. Donc ici, on voit un site de méthanisation. Donc c'est juste pour vous montrer la taille d'un site, comment il s'inscrit aussi dans la géographie, en fait. Souvent, on peut les retrouver à côté des exploitations agricoles pour diminuer au minimum les transports des déchets. Donc voilà, vous avez le digesteur et le post-digesteur, donc c'est l'espèce de yourte, comme je disais tout à l'heure, où on vient porter à 40 degrés environ les déchets. Et enfin, pour finir, quelques chiffres clés sur le biométhane. Donc là, vous avez la carte de France où on produit du biométhane. Donc, vous voyez, c'est assez bien réparti en France. On a environ 414 sites d'injection. Donc ça, c'est des chiffres à mai 2022, ce qui correspond à une capacité installée de 17 TWh de capacité installée, soit environ 1,4 million de logements. Un chiffre très important, on a 26 TWh en projet. Donc, c'est des projets qui ont été signés, qui vont sortir d'ici 3 à 5 années. Donc, ça va compléter les 7,17 TWh. Le gaz vert, une énergie 100% renouvelable et locale, on l'a dit tout à l'heure. Ça crée de l'emploi. On parlait d'économie circulaire tout à l'heure. 3 à 4 emplois locaux non délocalisés par installation, donc très important. Et enfin, un chiffre qu'il faut retenir, 44,4 grammes de CO2 par kWh PCI. C'est le contenu carbone du biométhane sur la base carbone ADEME, donc à comparer avec le 227 grammes de CO2 du gaz naturel. Donc ça s'inscrit également dans la transition énergétique. Je reviens un peu à mon introduction.
On voit que le décret tertiaire, lui, veut des réductions d'économie d'énergie. Mais en plus des économies d'énergie, il faut aussi réduire les empreintes de GES, d'émissions de gaz à effet de serre. Et par le biométhane, on peut y arriver en passant de 227 grammes à 44,1 grammes de CO2 par kilowattheure. Merci Pierre pour cette présentation. On va basculer maintenant, si vous le voulez bien, aux questions qui sont toujours et encore nombreuses, puisqu'il nous reste encore 6 minutes. Première question, peut-on déjà déclarer son année de référence sur Opérate? Faut-il au contraire attendre septembre 2022? C'est la question qui vous est posée. Adeline, peut-être? Oui. Alors moi, je pense qu'on peut déjà remplir. Opérate est déjà opérationnel. Il est tout à fait possible déjà. Donc toutes les étapes qu'on a mentionnées au début, enregistrement du patrimoine, et puis vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont demandées, et les consommations 2021, 2020 et la consommation de référence. Vous pouvez le faire dès à présent. Y a-t-il une possible... Oui, allez-y. Et j'ajoute que pour déclarer l'année de référence, vous êtes absolument obligé de déclarer 2020 et 2021. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on vous propose de mettre la référence en place. Autre question. Y a-t-il une possible dégradation du PCI du gaz avec l'introduction de gaz vert? Non, comme je dis tout à l'heure, en fait, le gaz vert a les mêmes propriétés que le gaz naturel. Donc finalement, on ne va pas changer nos équipements et on ne va pas changer les réseaux de distribution également. On va avoir les mêmes rendements, c'est la même molécule. On va faire du CH4, sauf qu'il est vert en fait. Donc c'est tout à fait pareil. Autre question qui vous est destinée également, Pierre. Quelle est la valeur de CO2 à prendre en compte pour 1 kWh de biométhane? C'est ce que je montrais à la fin. En fait, on passe de 227 grammes de CO2 par kWh sur du gaz naturel à du 44,4 grammes de CO2 par kWh PCI. Donc ça, c'est un chiffre qui est bien sûr sur la base carbone ADEME. On parlait de méthanisation justement. Quels sont les producteurs de gaz vert en France et qui peuvent fournir durablement dans le temps? Si j'ai bien compris la question, en gros, aujourd'hui, on a des producteurs, souvent c'est des exploitations agricoles, donc soit c'est des grandes exploitations, on peut avoir des exploitations agricoles qui se réunissent, donc plusieurs petites exploitations qui se réunissent pour avoir le tonnage de déchets assez suffisant pour faire fonctionner un site de méthanisation. Et ensuite, derrière, il reste dans le temps parce que finalement, c'est des investissements plutôt conséquents, mais avec des temps de retour très importants et très, très faibles, justement, donc très intéressants financièrement pour eux. Donc, on est sur à peu près des investissements de l'ordre de 4 millions d'euros à peu près pour un site de méthanisation moyen. Et donc, ça devient aussi soutenir l'agriculture et le domaine agricole avec ce nouveau type de valorisation, de création d'énergie. Une question au sujet du gaz sur les objectifs justement du décret tertiaire. Non, aujourd'hui il n'est pas pris en compte. Il est considéré, le gaz vert est considéré comme une énergie renouvelable, mais il n'est pas pris en compte dans le texte du décret tertiaire, qui ne résonne pas forcément en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le décret tertiaire, il résonne plutôt en énergie finale. Le développement du gaz vert va-t-il justement faire chuter un peu son prix? C'est l'autre question qui nous est posée. Donc concernant le prix, en fait tout vient avec l'indépendance énergétique. On voit par exemple ici on était pas mal dépendant de certains pays, notamment la Russie. Donc plus on est dépendant des marchés, plus on est dépendant des prix et du marché. Enfin selon les pays avec lesquels on a importé du gaz. Et si on produit localement notre gaz, finalement, on va être moins dépendant de ce marché-là. Et donc les prix vont être plutôt stables. Et donc oui, les prix plus on aura de gaz vert local, plus j'imagine que les prix aussi vont descendre à la baisse par rapport à la situation actuelle. Vous avez fait un état des lieux de la France métropolitaine. On nous demande également un état des lieux dans les DOM. Qu'en est-il des installations de biométhane dans les DOM? Pas forcément trop d'infos dans les DOM. Je ne sais pas si tu en as, Adeline, toi, sur le... de toute façon, il n'y a pas de... Ou c'est peut-être en local, mais il n'y a pas trop de réseau de distribution dans les DOM où on pourrait trouver ça. J'ai pas non plus de détails sur ce point-là. On pourra regarder plus en détail et revenir vers vous. Exactement, de faire un retour dans les prochains jours. Si on est proche justement d'un site, Pierre, peut-on essayer de s'alimenter à proximité du site qui est chez moi?
Tout à fait, en fait. Le but d'un site de méthanisation, c'est de voir si aux alentours aussi il y aura de la demande pour du gaz, en fait. Donc, on pourra avoir du gaz vert, et c'est comme pour l'électricité, en fait, finalement. Le gaz vert est mélangé au gaz naturel aujourd'hui. Donc, finalement, on consomme aussi du gaz vert si on est proche d'un site de gaz vert. Mais on le consomme réellement si on prend un vrai contrat gaz vert auprès d'un fournisseur de gaz vert. L'objectif, c'est de développer l'autonomie énergétique des territoires. On voit bien les enjeux qui sous-tendent effectivement le développement de cette énergie. Dernière question de ce webinaire, quelles sont les sanctions si justement on ne déclare pas pour le décret tertiaire? C'est la dernière question de ce webinaire. C'est peut-être Adeline qui répond. Oui, je vais y répondre brièvement. Donc, effectivement, dans le texte, il est prévu des sanctions, en fait, dans le cas où les assujettis déjà ne déclarent pas leur patrimoine. Et puis après, aux différentes échéances, 2030, 2040, 2050. Alors, c'est des sanctions plutôt financières. Après, ce qui est surtout mis en avant dans le décret tertiaire, c'est ce qu'ils appellent la notion de name and shame, c'est-à-dire finalement le fait que les bâtiments qui ne jouent pas le jeu soient affichés, un petit peu comme le nom l'indique, et soient un peu pointés du doigt, j'ai envie de dire comme mauvais élèves, entre guillemets, au nom de la transition énergétique. Voilà. Pour le moment, pas vraiment de précision plus que ça, mais il y a effectivement tout ça qui est prévu et qui va sûrement être peut-être un peu plus précisé à l'usage. Comme une heure de webinaire ne suffisent pas, on va naturellement prolonger les conversations et répondre à toutes vos questions avec la foire aux questions qui va être mise en place dès la fin de ce webinaire. On va également vous inviter vivement à solliciter nos intervenants avec la première des adresses qui vous sera fortement utile, GRDF, comme vous le voyez, GRDF-décret-tertiaire@grdf.fr, et puis vous le voyez ici à l'image, toutes les adresses qui s'affichent de nos intervenants, Adine, Pierre, Xavier et Clément, vous les contactez directement. Nous remercions naturellement toutes les personnes qui étaient nombreuses et nombreux à avoir assisté à ce webinaire. On continue, bien sûr, on reste en contact pour les questions que vous avez à poser à nos intervenants. On remercie naturellement également Adeline, Xavier, Clément et Pierre. Merci à tous les quatre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et comme vous le savez, encore une fois, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos 4 intervenants du jour aux adresses qui s'affichent ici sur l'écran. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve avec GRDF pour de nouveaux webinaires. Au revoir, à bientôt. Au revoir.